Avant de plonger dans cette histoire hors du commun, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir chaque semaine les destins qui ont marqué la France, entre grandeur, amour et secret du pouvoir. Cécilia Maria Sarah Isabelle Siganer Albéniz naît à Boulogne-Billancourt le 12 novembre 1957. Son nom, à lui seul, évoque une lignée, un parfum d'exil et de noblesse oubliée. Son père, André Siganer, est un Russe juif ayant fui les ombres de l'histoire. Sa mère, Diane Albéniz, descend d'un grand musicien espagnol, Isaac Albéniz, compositeur et génie romantique. Entre la rigueur slave et la flamboyance ibérique, Cécilia grandit dans un monde fait de contrastes. L'élégance, la pudeur, la fierté, mais aussi la solitude. Enfant, elle apprend à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à expliquer. Elle découvre très tôt que la beauté attire, mais que le silence protège. À l'école, elle est sérieuse sans excès, rêveuse sans fragilité. On la dit distante, mais ceux qui la connaissent devinent en elle une intensité rare, une force tranquille. Elle ne veut pas seulement plaire, elle veut exister. À 18 ans, la jeune fille entre dans le monde avec une grâce désinvolte. Elle se cherche sans hâte, sans plan. Elle touche à tout, la mode, la communication, les arts. Paris bruisque autour d'elle, et déjà, sa beauté attire les regards. Elle fréquente les milieux du théâtre, les plateaux de télévision, les soirées d'artistes. Pourtant, au fond d'elle, persiste un vide, une quête confuse, celle d'un sens, d'un horizon qui dépasse les apparences. C'est alors, au détour d'un dîner mondain en 1983, qu'elle croise le chemin d'un homme qui va bouleverser sa vie. Jacques Martin. Il est alors l'un des rois de la télévision française, animateur adoré du grand public, esprit cultivé et charmeur. Il a 22 ans de plus qu'elle, mais cela ne compte pas. Il parle avec chaleur, il écoute avec douceur. Il lui offre ce qu'elle n'a jamais eu, une attention rassurante, une présence stable. Cécilia, qui a grandi dans une forme de désordre émotionnel, se laisse porter par cette bienveillance. En 1984, elle se marie. Elle devient Madame Martin, la jeune épouse du grand Jacques Martin. Ensemble, ils ont 2 filles, Judith et Jeanne-Marie. La presse adore cette image parfaite, le showman et la beauté mystérieuse. Mais derrière les sourires, l'ombre s'étire doucement. Cécilia ne supporte pas longtemps d'être reléguée à l'arrière-plan. Elle aime Jacques, mais elle étouffe dans l'univers clos de la télévision et des mondanités. Elle n'est pas née pour vivre dans l'ombre d'un autre, même célèbre. Elle veut respirer, agir, décider. Et un jour, en 1984, lors d'un mariage à Neuilly-sur-Seine, le destin frappe à nouveau. Elle y rencontre un jeune maire de 30 ans, Nicolas Sarkozy. Il n'a que des promesses de pouvoir, mais déjà le feu brille dans ses yeux. Son énergie, son ambition, sa parole rapide et tranchante la fascinent. Entre eux, c'est un courant électrique. Rien de prémédité, rien à d'avouer, mais tout se comprend en silence. Il lui propose de travailler avec lui à la mairie. Elle accepte. Ce n'est pas encore une histoire d'amour, c'est d'abord une alliance d'intelligence. Mais très vite, la frontière se brouille. En 1986, elle quitte Jacques Martin. Le scandale éclate. La presse s'en délecte, la télévision s'en amuse, mais Cécilia s'en moque. Elle suit son cœur, ou peut-être son instinct. Avec Nicolas Sarkozy, elle découvre une autre forme d'amour, un amour de combat, d'égalité, de miroir. Elle n'est plus la jeune épouse d'un homme célèbre, elle devient la complice d'un futur chef. Ensemble, ils bâtissent une force. Elle comprend vite les codes du pouvoir, les réseaux, les stratégies. Elle n'aime pas la politique, mais elle comprend la mécanique. À ses côtés, Nicolas trouve un soutien absolu. Il l'écoute, la consulte, la respecte. Il dira plus tard qu'elle était son double féminin, son équilibre. Ils se marient en 1986 et ont un petit-fils, Louis. Cécilia devient alors la femme derrière l'homme, celle que l'on ne voit pas mais que tout le monde redoute. Les collaborateurs du ministre de l'Intérieur la décrivent comme intuitive, élégante, d'une intelligence vive. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle refuse. Elle ne joue pas de rôle. Sa présence impressionne, même lorsqu'elle ne dit rien. Elle est directe, parfois brutale, mais toujours sincère. Dans un monde où tout n'est que calcul, elle conserve une franchise rare. Elle voit clair dans les hommes et dans le pouvoir.
Un soir, elle dit à Nicolas, « Si tu veux devenir président, il faudra choisir entre ton cœur et ton ambition. » C'était peut-être une prophétie. Les années passent et la machine politique s'emballe. Nicolas monte, grimpe, conquiert. Cécilia suit, soutient, mais se détache peu à peu. Elle sent la distance croître. La politique avale tout, le temps, les émotions, la liberté. Cécilia ne supporte pas cette cadence de fer, cette exposition constante. Parfois, elle disparaît. Quelques jours, parfois davantage. Elle fuit Paris, les caméras, les dîners d'apparat. Elle cherche l'air, le silence, la vérité. En 2002, quand son mari devient ministre de l'Intérieur, elle reprend sa place à ses côtés. Toujours belle, plus grave, plus secrète. Les photographes la guettent. Sa silhouette, sa froide élégance fascinent autant qu'elles intriguent. Mais derrière cette beauté figée, une femme s'efface doucement. Elle confie un jour à une amie « Je ne suis pas faite pour ces lumières. Je suis faite pour la vérité. » Ces mots sonnent comme une confession ou un adieu annoncé. En mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. La France acclame le nouveau couple présidentiel. Cécilia, dans sa robe blanche au soir de la victoire, paraît radieuse, presque réelle. Mais ce sourire n'est qu'un masque. Dès les premières semaines à l'Élysée, elle s'éloigne. Elle n'emménage pas vraiment. Elle ne supporte pas la pompe, les cérémonies, les regards. Elle fuit les obligations, les dîners officiels, les voyages diplomatiques. Les rumeurs enflent. Les journalistes s'interrogent. Où est la première dame ? On la voit à New York, à Genève, à Dubaï. Elle ne s'explique pas, elle se tait. L'absence devient son langage. Le 18 octobre 2007, un communiqué tombe. Laconique, froid, le président de la République, son épouse, annonce leur séparation par consentement mutuel. Une phrase de 15 mots et un silence immense. La France découvre qu'une première dame quittait le président en exercice. Le choc est national. Mais Cécilia, elle, reste fidèle à elle-même. Ni justification, ni interview, ni plainte. Elle disparaît. Elle s'installe à New York, loin du tumulte, et retrouve un visage oublié, celui du bonheur simple. Peu après, elle épouse Richard Attias, un homme d'affaires marocain rencontré quelques années plus tôt. Ensemble, ils reconstruisent une vie, loin des projecteurs. Cécilia Attias, désormais, vit dans la discrétion. Elle s'engage dans des causes humanitaires, œuvre pour les femmes et les enfants, voyage beaucoup. De Paris à New York, elle conserve cette aura mystérieuse. Ceux qui la croisent parlent d'une femme apaisée, plus douce, mais toujours insaisissable. Elle n'a pas renié son passé, mais elle n'en parle jamais. Elle n'a pas fui la lumière, elle l'a simplement rendue à ceux qui en avaient besoin. Peut-être est-ce là, au fond, sa plus grande victoire, avoir su s'extraire du rôle qu'on voulait lui imposer. Dans un monde obsédé par l'apparence et la gloire, elle a choisi la vérité silencieuse. Dans un univers de pouvoir, elle a préféré l'humilité. Cécilia Attias n'a jamais voulu être une légende, elle a voulu être libre. Et c'est peut-être pour cela qu'elle restera dans l'histoire, comme la femme qui a tourné le dos au trône, sans haine, sans regret, sans fracas. Avant de poursuivre ce voyage à travers la vie de Cécilia Attias, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des grandes histoires qui ont façonné notre époque. Après le communiqué sec de l'Élysée, en octobre 2007, la France découvre avec stupeur que la première dame a quitté le président en exercice. Dans les couloirs du pouvoir, on murmure, on s'interroge, on invente. Certains y voient une trahison, d'autres un acte de courage. Cécilia, elle, ne dit rien. Elle s'efface calmement, dignement, sans chercher à se défendre. Quelques semaines plus tard, on apprend qu'elle s'est installée à New York. La ville-monde l'accueille comme une promesse de recommencement. Là-bas, personne ne la regarde comme l'ex-femme du président français. Elle devient simplement Cécilia, une femme parmi des millions, libre, anonyme, presque invisible. Elle vit dans un appartement lumineux donnant sur Central Park. Chaque matin, elle retrouve un rituel qu'elle avait oublié. Marcher seule, sans protocole, sans caméra. La liberté, pour elle, n'est pas un concept abstrait. C'est ce souffle léger sur la peau, cette sensation de pouvoir disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Elle redécouvre le plaisir de l'ordinaire, un café pris au coin d'une rue, un marché improvisé, une conversation avec un inconnu.
Pendant des années, chaque geste avait été observé, interprété, disséqué. Désormais, elle peut respirer. Dans l'ombre, un homme l'attend, Richard Attias. Un nom déjà connu dans le monde des affaires, discret mais puissant. Organisateur d'événements internationaux, il conseille les grands de ce monde sans jamais se mettre en avant. Cecilia et lui s'étaient croisés quelques années plus tôt lors d'un forum économique. Entre eux, il n'y avait eu ni séduction ni promesse, seulement cette complicité silencieuse que reconnaissent les âmes fatiguées. Après sa séparation, il devient un repère, un ami, puis un amour. Ensemble, ils se marient en 2008 à New York. Pas de faste, pas de caméra, juste quelques proches et le murmure d'une ville qui continue de vivre sans s'arrêter. Cecilia a alors un nouveau nom, Cecilia Attias. Ce nom, elle ne le porte pas comme une étiquette, mais comme une renaissance. Elle ne veut plus être l'ombre d'un homme d'État, ni la silhouette d'un scandale. Elle veut être une femme engagée, utile, ancrée dans la réalité. Avec Richard, elle fonde la Cecilia Attias Foundation for Women, une organisation dédiée à la promotion des droits des femmes dans le monde. Ensemble, ils participent à de grands forums, soutiennent des projets humanitaires, travaillent avec des associations locales. Loin des ors de la République, Cecilia découvre la noblesse des causes silencieuses. Dans ces années-là, elle voyage beaucoup, Maroc, Liban, États-Unis, Afrique du Sud. Partout, elle rencontre des femmes qui l'inspirent, des mères, des militantes, des survivantes. Elle écoute leurs récits, souvent bouleversants, et comprend que sa propre histoire, si médiatisée, n'est qu'une ombre parmi d'autres. Il dit un jour à un journaliste américain, lors d'un rare entretien, « La vraie grandeur ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on rend possible pour les autres. » Cette phrase, prononcée sans effet, résume ce qu'elle est devenue. New York l'a transformée. Là-bas, tout le monde recommence, tout le monde a droit à une seconde chance. Dans les rues de Manhattan, Cecilia marche souvent sans se retourner. Ses pas résonnent comme une cadence intérieure. Elle n'est plus la femme d'un président, elle n'est plus l'héroïne d'un conte médiatique. Elle est simplement une femme qui se reconstruit. Parfois, au détour d'une promenade, elle aperçoit un visage français, un touriste, une caméra. Alors elle sourit poliment et s'éloigne. Elle ne fuit pas son passé, elle l'a apprivoisé. Mais la France, elle, ne l'a pas oublié. À chaque élection, à chaque apparition publique de Nicolas Sarkozy, son nom revient. Les médias évoquent Cecilia l'absente, la première dame disparue. On la décrit tour à tour comme une femme de caractère, une insoumise, une fugitive du pouvoir. Elle ne répond jamais. Le silence est devenu sa forme de réponse la plus élégante. Car elle sait qu'en France, tout mot prononcé devient arme. Elle préfère la paix. Les années passent. Son fils Louis grandit entre Paris et New York. Elle veille sur lui avec une tendresse discrète. Mère avant tout, elle veut lui transmettre ce qu'elle a mis une vie à comprendre. La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Elle n'a jamais voulu qu'il vive dans le sillage d'un nom, d'un passé, d'un pouvoir. Louis devient musicien, libre, créatif, à l'image de sa mère. Elle en est fière, mais en silence, toujours. Cecilia Attias n'a jamais écrit de livre. Elle aurait pu, bien sûr. Les éditeurs lui ont proposé des sommes considérables pour raconter sa vérité. Elle a toujours refusé. Elle considère que sa vie n'appartient plus à personne. Elle n'a rien à prouver, rien à justifier. Ce choix du silence, rare dans un monde où chacun s'explique, renforce encore le mystère qui l'entoure. Et c'est peut-être ce mystère qui la rend aujourd'hui plus présente que jamais. À New York, elle retrouve une paix que Paris ne pouvait lui offrir. Elle médite, elle lit beaucoup. Ses proches racontent qu'elle aime marcher seule au lever du soleil, le long de l'Hudson River. Elle contemple les reflets dorés de l'eau, respire lentement. Dans ces instants suspendus, on imagine qu'elle repense à tout ce qu'elle a traversé. La gloire, les blessures, l'amour, la fuite. Elle n'a pas tout oublié, mais elle a pardonné, surtout à elle-même. Son mari, Richard, la décrit comme une femme d'une grande loyauté, passionnée mais calme, intense mais apaisée. Ensemble, ils voyagent souvent entre New York, Genève et Marrakech. Cecilia aime le Maroc. Là-bas, elle retrouve la chaleur, la lumière, la simplicité des choses vraies. Elle s'y sent à la fois étrangère et chez elle, comme partout. Au fil du temps, elle revient parfois en France discrètement.
Elle rend visite à ses filles, à ses amis d'autrefois. Ces retrouvailles ont la douceur des souvenirs lointains. Elle ne cherche plus à appartenir à un clan ni à une époque. Elle a trouvé un équilibre entre ce qu'elle fut et ce qu'elle est devenue. Une femme qui a connu la puissance et qui a choisi la paix. Aujourd'hui, Cécilia Attias vit entre continents, entre ombre et lumière. Elle parle peu, mais chaque mot compte. Dans les rares conférences où elle intervient, elle aborde la condition féminine, la dignité, la responsabilité. Son discours est simple, sans rhétorique politique. Elle parle en femme qui a vu le monde de l'intérieur et qui a compris qu'il ne change que par les gestes sincères. Quand on évoque son nom, beaucoup pensent encore à la première dame qui a quitté l'Élysée. Mais ceux qui la connaissent savent qu'elle est bien plus que cela. Une femme libre, lucide, courageuse. Une femme qui a choisi sa vérité au lieu de son image. Une femme qui a osé dire non à un destin tout tracé. Et dans ce refus, il y a une leçon silencieuse, celle de la fidélité à soi-même. À mesure que la lumière de l'Élysée s'intensifiait autour d'elle, Cécilia se sentit happée dans un tourbillon qu'elle n'avait pas prévu. Les photographes campaient devant la porte, les journalistes la suivaient à chacun de ses pas. Elle n'était plus une femme, elle était devenue un symbole, une image projetée sur les écrans du pays tout entier. Le rôle de première dame, elle ne l'avait jamais voulu. Et pourtant, il s'imposait désormais à elle, avec sa part d'apparat, de pouvoir, mais aussi d'enfermement. À côté d'un Nicolas Sarkozy grisé de sa victoire, par la force de son ascension fulgurante, elle apparaissait plus distante, plus silencieuse. Elle se tenait droite, souriante quand il le fallait, mais son regard trahissait souvent une fatigue intérieure, un désenchantement discret. Ce qui jadis avait été entre eux une complicité sincère, faite d'admiration et d'élan, s'était lentement transformé en un fossé invisible. Lui, emporté par l'ivresse du pouvoir, par le tumulte politique, elle, en quête de sens, de vérité intime, d'un espace où respirer loin des protocoles et des faux-semblants. À l'Élysée, tout était réglé à la minute près. Les gestes, les mots, les apparitions. Mais rien n'était prévu pour les émotions, pour les doutes. Cécilia, souvent, se retirait dans les couloirs déserts, longeait les dorures, le pas feutré, cherchant dans le silence un peu de paix. Elle regardait par les grandes fenêtres vers les jardins et se demandait « Est-ce cela la réussite ? Était-ce pour cela qu'elle avait tant marché, tant combattu, tant aimé ?» La réponse ne venait pas. Et dans le vide doré des salons officiels, elle ressentait plus que jamais la solitude. Son rôle public ne lui ressemblait pas. Elle n'avait pas la patience des cérémonies, ni le goût des mondanités. Là où d'autres se seraient réjouis d'être au sommet, elle se sentait prisonnière. Et peu à peu, une idée s'imposa à elle, d'abord fragile, puis de plus en plus nette. Il fallait partir. Quitter ce monde bruyant, ce rôle qui n'était pas le sien, retrouver la femme derrière l'image. Mais partir, c'était aussi briser quelque chose de profond. Une histoire, une famille, une part d'elle-même. Le dilemme la rongeait. Elle tentait de rester par devoir, par loyauté, pour leurs enfants. Mais chaque jour, elle sentait le poids de l'incompatibilité entre sa nature libre et la mécanique implacable du pouvoir. C'est à ce moment qu'une rencontre allait bouleverser son équilibre. Richard Attias, producteur d'événements internationaux, homme charismatique et cosmopolite, croisa sa route. Ils se connaissaient déjà, vaguement, par le monde des affaires et de la communication. Mais cette fois, quelque chose changea. Entre eux, un dialogue s'installa, sincère, sans posture, comme une respiration dans un univers étouffant. Richard comprenait ce que Cécilia taisait. Il percevait cette fragilité dissimulée derrière l'assurance apparente. Ce fut d'abord une complicité, puis une amitié profonde, enfin un amour. Et dans cet amour, Cécilia avait une possibilité de renaissance, une échappée vers la lumière intérieure qu'elle avait perdue. Mais le monde extérieur, lui, ne pardonne pas les failles des figures publiques. Les rumeurs se répandirent, les journaux s'enflammèrent, les caméras traquaient les signes de rupture. Dans les couloirs du pouvoir, on murmurait « Elle va partir ». Nicolas, lui, refusait d'y croire. Il tenta de la retenir, d'arranger, de sauver quelque chose. Mais rien ne pouvait ramener ce qui était déjà éteint. Ce n'était pas la passion d'hier qu'elle regrettait, mais la liberté d'être elle-même. Alors, un jour, elle partit. Silencieusement, sans éclat,
sans drame. Simplement, elle ferma la porte et s'en alla vers une autre vie. La France entière découvrit la nouvelle avec stupeur. Une première dame qui quitte le chef de l'État en exercice, du jamais vu. Certains la jugèrent durement, d'autres l'admiraient pour son courage. Elle ne répondit à personne. Elle se tut. Elle choisit le silence plutôt que la justification, car il n'y avait rien à expliquer. Elle avait simplement choisi de vivre plutôt que de survivre. À l'étranger, à New York d'abord, puis ailleurs, Cécilia reconstruisit son existence, loin du tumulte médiatique. Avec Richard Attias, elle trouva une forme d'équilibre nouveau, un foyer d'énergie et de paix. Ensemble, ils s'impliquèrent dans des projets humanitaires, des forums mondiaux pour le dialogue et la coopération. Ce n'était pas une revanche, mais une continuité. La même volonté de donner du sens à ce qu'elle faisait, mais autrement, à sa manière. Les années passèrent. En France, son nom devint une ombre familière, un souvenir d'un temps politique révolu. Mais ceux qui la connaissaient de près disaient qu'elle n'avait jamais été aussi sereine. Loin des dorures, elle avait retrouvé ce qu'elle cherchait, la simplicité. Aujourd'hui encore, Cécilia Attias reste une figure énigmatique, insaisissable, ni tout à fait effacée, ni tout à fait présente, une femme qui a osé tourner le dos au pouvoir pour rester fidèle à elle-même. Un choix rare, à contre-courant, qui continue de fasciner. Car au fond, son histoire pose une question universelle. Jusqu'où peut-on aller pour être libre? Et vous, si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de tout quitter, même le sommet, pour retrouver votre vérité ?